Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous avons fait la sélection pour la rentrée littéraire, la sélection avec nos camarades de l'Obs. Je vous présente immédiatement les personnes présentes dans ce studio pour l'Obs. Jérôme Carcin et Elisabeth Philippe, bonjour à tous les deux. Et pour France Culture, Arnaud Laporte, Oriane Delacroix, Marie Richeux. Alors, il est question tout d'abord d'un chiffre. Bonjour. Marie. Il est question d'un chiffre de 466 romans de la rentrée littéraire. Jérôme Carcin, une explication de chiffre, s'il vous plaît. Alors, c'est moins qu'avant, c'est vrai. Chaque année, c'est un peu moins. Mais quand on dit moins et qu'on a devant soi 466 nouveaux titres français et étrangers, avouez, qui paraissent en un temps record, c'est un mois et demi à peu près, avouez que c'est quand même énorme. C'est toujours assez amusant. Moi, je rappelle toujours le mot de Lindon, c'est-à-dire que moins les livres se vendent, plus on en produit. Enfin, en gros, c'est une économie paradoxale. La raison, on la connaît toutes et tous, c'est que s'il en sort quand même toujours beaucoup, c'est parce qu'il y a à la fin de l'automne tous ces petits trophées qui s'appellent les prix littéraires, du Goncourt jusqu'au Femina, en passant par l'Interallié et les autres, et que évidemment c'est comme sur les champs de course, on met le plus possible de chevaux sur le gazon pour essayer d'avoir un de ces prix. Marie Richeux, est-ce que vous avez vu, je ne sais pas, une ambiance dans cette rentrée littéraire, un certain nombre? Non, c'est très difficile. De toute façon, comme on commence par parler des chiffres, il faut aussi qu'on soit très honnête sur ce qu'on a lu. C'est-à-dire, en tout cas, moi, je peux vous dire ce que j'ai lu hyper concrètement. De toute façon, j'attends de vous de l'honnêteté. Voilà, donc soyons honnêtes, parlons chiffres. Moi, tous les ans, je pars l'été avec une caisse en bois et il y a maximum 20 livres. Donc, c'est pas beaucoup au regard des 466 livres qui paraissent à la rentrée littéraire, mais je les lis tous. Et on peut dire que j'ai fait bonne pioche. Voilà, je compose cette caisse de bois en prenant à la fois des auteurs qui m'intéressent, que j'ai déjà lu, des autrices, des nouveautés, des curiosités. Et j'ai fait bonne pioche. Elisabeth Philippe, vous avez fait bonne pioche également? Pas toujours, malheureusement. Vous avez été déçue, vous avez une mauvaise mine. Oui, mais ça fait ressortir les déceptions, il faut ressortir les coups de cœur. Non, c'est une rentrée peut-être où il faut faire preuve de davantage de curiosité, donc il faut vraiment qu'on se mette au travail, parce qu'il n'y a pas d'évidence, forcément, il n'y a pas de grands noms très attendus ou de textes très attendus, donc c'est l'occasion effectivement d'aller dénicher les pépites cachées parmi les premiers romans, d'aller dénicher de nouvelles voix, c'est ce qui fait aussi toute la saveur d'une rentrée littéraire. Arnaud Laporte. Alors ça, c'est vraiment de la pioche au hasard. Moi, c'est vrai que comme Marie Richeux, je dois confesser, puisqu'on dit la vérité, que c'est mon été le moins bibliophage depuis un quart de siècle. Cet été, j'avais décidé de faire une diète. Alors, j'ai fait plutôt bonne pioche, comme le dit Marie Richeux, mais 467, c'est ça, Jérôme? Ouais. Bon, on se les est répartis, on en a eu un peu moins de 100 chacun. En fait, voilà la vérité, Guillaume. Et donc, on peut vous dire qu'il n'y a pas de tendance, puisque chaque année, on demande les tendances de la rentrée. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, me semble-t-il. Il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de polémique non plus. Ça, c'est une... pas encore. Pour l'instant. Mais Oriane Delacroix. Mais du coup, je suis assez d'accord avec Elisabeth. L'avantage d'une rentrée dans laquelle il n'y a pas d'énormes machines hyper attendues, c'est que c'est qu'on a plus de travail, mais un travail qui est plus amusant, qui est celui effectivement d'aller chercher aller voir le deuxième roman de quelqu'un qu'on avait repéré ou être surpris par quelque chose qu'on n'attendait pas. On va débuter tout d'abord par une sélection donc d'Elisabeth Philippe, L'amour de François Bégaudeau aux éditions Verticales. Alors ça, c'est ma bonne pioche. Même si François Bégaudeau, c'est un auteur évidemment déjà très installé, il se trouve que moi, c'est un auteur qui n'était pas forcément mon genre, comme aurait dit Swann. Et L'amour, c'est un petit livre de 90 pages. C'est un précipité de sentiments, de littérature. C'est l'histoire très simple de Jeanne et Jacques Moreau, un couple qui se rencontre dans les années 70 dans l'ouest de la France. Elle est réceptionniste dans un hôtel. Lui, il travaille avec son père dans une entreprise de maçonnerie. Donc des gens assez simples, assez modestes. Et en fait, François Bégaudeau raconte les 50 années de leur mariage, 50 années quasiment sans heurts, scandées par... C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire, une modalité de l'amour que finalement on a peu l'occasion de lire parce que c'est pas l'histoire passionnée, c'est pas la passion amoureuse, c'est un mélange d'un cœur simple et des choses de Pérec. C'est extrêmement simple et c'est bouleversant. Avec un art de l'ellipse, c'est à la fois une écriture extrêmement
concise, épurée et en même temps virtuose dans justement cette façon de dire le temps, de montrer le temps qui est presque le personnage principal de ce livre. Mais alors c'est un autre François Bégodeau par rapport à celui qui n'était pas votre genre? Alors lui dirait que non, que la tendresse a toujours été présente dans ses livres, mais c'est vrai qu'on l'a connu quand même beaucoup plus cinglant et cruel. Et là, il n'y a pas du tout de surplomb, il n'y a pas de volonté de faire le malin, ce qui moi pouvait un peu me tenir à distance de ces livres. C'est politique en un sens, parce que c'est aussi un couple de la petite classe moyenne, je mets plein de guillemets quand j'emploie ce terme, politique dans le sens où ça montre aussi une forme de compagnonnage amoureux qui est peut-être plus vraiment dans l'air du temps, et donc qui permet de réfléchir aussi à ce qu'est l'amour, à la façon dont on peut le vivre, mais il n'y a absolument pas de commentaire de sa part. C'est vraiment ces deux personnages qui sont au cœur de ce livre et qu'on suit avec amour. Oriane Delacroix. Oui, c'est ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on raconte d'un amour quand il n'est pas romanesque. Et moi, ce qui m'a beaucoup intriguée, et en fait, c'est un livre que j'ai envie de relire, parce que je me demande comment ça tient, en fait, un aussi petit livre de 90 pages qui fonctionne, qui tient, et j'ai envie de le relire avec attention pour voir comment c'est construit, en fait, qu'est-ce qui fait que ça tient. Jérôme Garcin. Ce qu'il faut dire en plus, c'est que c'est une traversée à travers tous les symboles presque, j'allais dire, barthésiens des 50 dernières années. On passe par les radios, parce qu'on écoutait comme chanson. Je dirais que c'est la version douce, incroyablement douce de la part de Bégodeau, d'Anatomie d'un couple. C'est-à-dire que... Et non pas d'une chute, justement. D'accord. Il n'y a pas de chute, justement. C'est ça qui est beau. Et effectivement, c'est d'une pureté à la fois littéraire et je dirais affective, à laquelle Bégodeau ne nous a encore, jusqu'à maintenant, jamais habitués. C'est pas un homonyme? Non, je pose la question. Ça veut dire que finalement un auteur peut être multiple. En tout cas, il peut surprendre, et c'est vrai que surprendre par la tendresse, c'est quand même un joli geste. Jérôme, puisque vous avez la parole, vous allez la conserver, vous allez nous parler, alors je ne sais pas si c'est la suite de l'amour, mais c'est La Foudre de Pierrick Bailly, et c'est aux éditions POL, à la veille de partir s'installer à La Réunion. C'est l'histoire d'un berger du Haut-Jura, région natale de Pierrick Bailly, qui découvre dans le journal que son camarade d'autrefois est devenu un assassin. Alors il mène son enquête, et là aussi il est question d'amour, mais je crois que c'est une histoire d'amour impossible. C'est toujours des mélodrames chez Pierrick Bailly. Souvenez-vous de son précédent roman qui s'appelait Le Roman de Jim, qui était magnifique, et en même temps, c'est toujours dans le Haut-Jura, qui est sa région, effectivement, ce qui donne une prose très simple, très, si j'ose dire, résineuse, montagneuse. Prose jurassique. Et qui en même temps est d'une finesse, d'une intelligence psychologique rare. Et là, effectivement, c'est un berger qui s'apprête à vendre ses 300 brebis, et ce qu'on connaît tous si très bien, c'est qu'ils sont les chiens de travail, qui aident à accompagner les troupeaux pour partir s'installer avec sa compagne, qui est prof d'anglais à La Réunion. Et puis finalement, il est retenu en France parce que son copain d'autrefois de lycée, qui est devenu vétérinaire, a tué à coups de planche un jeune homme devant chez lui. Voilà, ça c'est et apparemment très violemment. Donc il va rester pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment cet homme qui était doux est devenu un assassin, et il va rencontrer la femme donc de l'inculpé, du soupçonné, qui va bientôt faire de la prison. Et encore une fois, c'est évidemment ce qui est très beau, je trouve, dans ce livre, comme dans tous les livres de Pierrick Bailly que j'adore, c'est que c'est l'histoire d'un homme du froid, vraiment, ce berger, il est solitaire, c'est un homme du froid, et qui n'est pas fait pour les brûlures de la vie, pour les brûlures de l'amour, pour tout ce qu'il y a de plus violent dans les relations entre un homme et une femme. Et c'est, encore une fois, très mélodramatique, et en même temps réussir à faire un mélodrame sans tomber dans la complaisance, dans le lyrisme, et au contraire, en tenant ce ton, qui est le ton de montagne de Pierrick Bailly. Moi, ça me bouleverse chaque fois. Arnaud Laporte. Moi, je profite de ce que disaient mes camarades tout à l'heure. C'est une rentrée sans polémique encore, une rentrée sans grand nom. Enfin, il y en a quand même un certain nombre. Ce serait peut-être le moment de s'intéresser plus à Pierrick Bailly, dont je suis très, 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 très friand aussi depuis toujours. Et peut-être qu'une rentrée comme celle-ci peut permettre à ce type d'auteur-là, et il n'est pas le seul, à avoir un peu plus de lumière, et ça, ce serait formidable. Marie Richeux, plus soi.
Oui, je plus sois parce que bon, j'ai pas complètement terminé le livre de Pierrick Bailly, mais vraiment, déjà, ce sont des paysages que j'adore, donc je suis trop contente de les retrouver dans la prose de Pierrick Bailly. J'aime ce début, cette Vous aimez installation. le Jura? Ouais. Ouais, voilà. Bon, ouais. Mais non, mais je J'entendais le disais, ce matin alors, Alexandra mais c'était Delvaux qui neutre parlait comme de la question. Drôme. Oui, j'aime le Jura. Je revendique ça. J'adore. J'y campe tous les étés si vous voulez, tout ça. Pareil. Mais oui, Donc je suis heureuse. honnêteté et tout savoir. Ouais, exactement. De retrouver ces paysages-là qui sont installés à pas de loup comme ça au début, on les voit apparaître. On entend aussi Pierrick Bailly parler du langage tout au début, parce qu'il est question de textos, de messages, d'informations, et donc il se demande, ce narrateur, quel texto on envoie à la compagne de quelqu'un qui a tué. On sait quoi dire à quelqu'un qui est endeuillé, on sait quoi dire à quelqu'un qui est en peine, mais qu'est-ce qu'on dit à la compagne d'un assassin? Et je le trouve drôle aussi. Vous avez peut-être moins dit ça, Jérôme Garcin, mais je trouve cette plume drôle, enlevée, éminemment littéraire, avec une véritable langue. Enfin, moi, je me suis régalée jusque-là. Je suis aux anges parce qu'effectivement, je suis comme Arnaud. Je pense que Jérôme Garcin. c'est des auteurs qui ont besoin d'une rentrée littéraire. Moi, j'ai parlé depuis longtemps des livres de Bailly un peu dans un demi-silence, et que c'est ça aussi l'immense chance de ces périodes-là, on ne le dira jamais assez, c'est qu'on peut parler de Pierrick Bailly le matin sur France Culture à plusieurs et à dire pourquoi on l'aime, et donc à susciter des nouveaux lecteurs. Et ça, c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans notre métier. La sélection L'Obs, France Culture, il y a beaucoup d'autres livres. On a déjà parlé donc de L'amour de François Bégodeau aux éditions Verticales. On vient donc de faire un résumé assez louangeur de La foudre de Pierrick Bailly, mais on va parler aussi dans quelques instants de Proust, roman familial de Laure Murat aux éditions Robert Laffont, Stupeur de Zerouya Chalève, ça c'est aux éditions Gallimard, ou bien encore Rocky, Dernier rivage de Thomas Gunzig, et c'est au diable Vauvert. Bref, on se retrouve dans une vingtaine de minutes vers 8h20 pour continuer de vous dire quels sont les livres que vous pouvez lire en cette rentrée. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nous continuons en compagnie de mes camarades Jérôme Garcin et Elisabeth Philippe Delobs. Marie Richeux, qui est productrice de l'émission Le Book Club. C'est une nouvelle émission. C'est à quelle heure, Marie? Et c'est à 15h en direct tous les jours et quand vous voulez en podcast. Oriane Delacroix et Arnaud Laporte a évoqué donc la sélection littéraire qui nous a déjà permis de parler de L'amour de François Bégodeau aux éditions Verticales et de La foudre de Pierrick Bailly chez POL. Et nous poursuivons avec L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. C'est publié aux éditions Albin Michel, et je crois, Arnaud, que vous avez apprécié ce livre. Vous croyez bien, mon cher Guillaume, évidemment, l'épaisseur d'un cheveu. Vous comprenez que ça me parle, toute blague sur mon crâne. Mais moi, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait, parce que je me suis dit que ce n'était pas une bonne chose de parler de votre physique un peu glabre du crâne. Alors, plus sérieusement, de quoi il s'agit? Les choses sont très clairement énoncées dès le premier paragraphe du roman, puisqu'il se termine par ces mots. Il était alors impossible d'imaginer que 3 jours plus tard, dans la nuit de jeudi à vendredi, Étienne tuerait sa femme. Ça, c'est vraiment la fin du premier paragraphe. Donc, un féminicide, un homicide conjugal, même si le sujet est quand même éminemment important. C'est pas ça qui intéresse particulièrement Anne Berest dans ce livre, qui se consacre à l'étude d'un homme. Donc, c'est Étienne, qui est correcteur salarié dans une maison d'édition, et il tient beaucoup à ce salariat, parce que c'est un métier qui va mal, un métier qui est beaucoup sous-traité, mais c'est pas non plus un livre sur l'auto-entrepreneuriat. C'est l'étude d'un homme qui a donc commencé à plonger dans une forme de déni du réel, et qui va, dans les heures qui suivent le début du roman, et dans les 48 heures qui suivent ce roman, arriver à ce point de non-retour. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme tue ? Quels sont les éléments concrets qui expliquent cette bascule? Un sujet qui est évidemment assez immense et la réponse insaisissable, mais travailler dans l'édition semble être un facteur aggravant. Donc quand même, il faut se méfier. Mais au-delà du sujet, il y a un style. Claire Berest, ça fait quand même une douzaine d'années maintenant qu'elle publie. Il y a aussi beaucoup de jeux sur la langue. Par exemple, elle parle Étienne voit les mots en couleur. J'ai appris hier, puisque Anne Berest était mon invitée hier soir dans Affaires culturelles, que Étienne donne une couleur aux mots, et que ça existe vraiment. Écrasé, par exemple, c'est mauve cru. Sachez-le. Solide, c'est ivoire. Une couleur nette et profonde. Bref,
rapport pathologique aux habitudes, à la musique. Et puis il y a un projet sur lequel travaille Étienne, un projet avec un grand P. Et là, ce sera l'ultime surprise du livre, peut-être. Ouais, Marie Richaud, vous avez beaucoup apprécié. Heureusement que vous me voyez, voilà. Non. Vous aussi, vous avez apprécié l'ouvrage de Moi, Claire j'avais Berès. jamais lu Claire Berès, donc c'est aussi une découverte d'une écriture. Ça fait partie de la pioche que j'ai faite en partant cet été. C'est ce qui m'a intéressé le plus, c'est le rapport aux mots. Arnaud Laporte le soulignait. En effet, il y a l'idée d'une synesthésie, de donner des couleurs, des textures aux mots. Il y a toute une population de correcteurs. Et ça m'a je sais pas si j'ai trouvé que ça mettait un trait d'humour dans ce texte-là. En effet, j'ai pas l'impression que ce soit tellement l'auscultation précise du féminicide qui préoccupe le texte. Je dis juste que de manière tout à fait différente, mais j'ai pensé à Yves Ravet, que j'adore. Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait penser à des textes d'Yves Ravet. Elisabeth Philippe, Proust, roman familial de Laure Murat, c'est aux éditions Robert Laffont. Oui, alors malgré le titre, ce n'est pas un roman, c'est un livre totalement hors catégorie, ce Proust roman familial de Laure Murat. C'est dans ce livre, donc Laure Murat, c'est une essayiste qu'on connaît pour ses... Reçue au matin, on la connaît bien. J'imagine bien. Excellente essayiste qui a écrit sur Los Angeles, mais également sur Adrienne Monnier et Sylvia Beach. Donc vraiment très grande penseuse qui enseigne à Los Angeles. Et dans ce texte, elle établit, en fait, elle montre comment Proust, tout simplement, l'a sauvé, comment la lecture de La Recherche du temps perdu l'a sauvé. Et elle montre déjà les correspondances. La sauver, c'est-à-dire Pardon ? La sauver, c'est-à-dire La sauver parce que, alors, on peut lire ce livre comme un hommage vraiment à la littérature comme outil d'émancipation. Laure Murat, donc c'est un récit où elle se livre aussi, est issue de l'aristocratie, de la noblesse d'Empire par son père, Murat, et de la noblesse d'Ancien Régime par sa mère, qui vient de la famille de Luynes. Et pendant très longtemps, Laure Murat a pensé, quand ses parents parlaient de la recherche, que tous les personnages qu'ils évoquaient étaient des membres de sa famille, des cousins, des cousines, des tantes et des oncles. Donc il y avait vraiment une sorte jeunesse littéraire, d'intimité avec cette œuvre qu'elle n'avait pas lue. Elle la lit à la vingtaine et là, elle se rend compte que Proust décrit, met en lumière ce monde dont elle est issue, dont elle a commencé à percevoir que ce n'était un monde que de formes vides, ce monde de l'aristocratie fondé entièrement sur les représentations, sur le paraître, mais avec très peu de fond derrière. Enfin, c'est ce qu'elle dit, elle. Et Proust met cela en lumière, remplit ces formes vides de son écriture, de ses mots. Et donc ça, c'est la première forme d'émancipation, comment Proust va l'aider à quitter son milieu, à s'en affranchir, et également émancipation de l'hétérosexualité. Laure Murat est homosexuelle et lesbienne, et Proust est le premier, selon les mots même de Chantal Akerman, de la réalisatrice Chantal Akerman que Laure Murat cite dans son livre. Proust est le premier auteur à prendre l'homosexualité au sérieux. Alors donc c'est un récit sur les pouvoirs de la lecture. Ouais. Exactement. Et c'est un récit mené de façon extrêmement intelligente, érudite, drôle, élégante par Laure Murat. Il y a énormément d'anecdotes, évidemment, sur sa vie, et également une lecture extrêmement fine, une lecture située, comme elle dit, de La Recherche du temps perdu. Alors justement, est-ce que ça vous apprend quelque chose sur Proust, Elisabeth Philippe ? Sur Proust, je sais pas, d'autant qu'on en a beaucoup parlé cette année, puisqu'on fêtait le centenaire de sa disparition. Donc il y a eu énormément C'est ce qu'on fait avec les grandes œuvres. Exactement. C'était tout à fait mérité. Mais il y a des pages d'une finesse absolue de lecture, notamment de certains passages de la recherche, notamment ce passage célèbre sur les souliers rouges. Oriane de Guermantes qui oublie ses souliers rouges, et Laure Murat en donne une analyse d'une pertinence, d'une élégance éblouissante. Et non, c'est vraiment le rapport intime qu'on peut entretenir avec une œuvre. L'échiquier de Jean-Philippe Toussaint, ça c'est aux éditions de Minuit. C'est un livre qui se compose de 64 chapitres, 64 comme autant de cases d'un échiquier. L'auteur de La salle de bain se lance dans une autobiographie partielle où son père occupe une place prédominante en même temps qu'il livre une nouvelle traduction du Joueur d'échecs de Stéphane Zweig. Jérôme Garcin, parlez-nous de ce livre. Vous savez que le premier texte de Jean-Philippe Toussaint, c'est pas La salle de bain. Il s'appelait Échec. Il s'appelait Échec et il n'a jamais paru parce qu'il a été refusé par les éditeurs. L'occasion de rappeler qu'on peut être un très grand écrivain comme Jean-Philippe Toussaint et s'être vu refuser ses premiers textes, dont Échec. Dans le titre en même temps. Il avait une passion, il a toujours eu une passion pour les échecs.
Il se flatte d'avoir assisté d'ailleurs à quelques très grandes rencontres entre Kasparov et Karpov à la fin des années 80. Bref, là, il est confiné à Bruxelles en 2020. Le confinement belge était le même que le nôtre, c'est-à-dire mi-mars. Il est confiné à Bruxelles où il n'a jamais écrit. Il faut savoir qu'il écrit en Corse, il écrit à Ostende, il a écrit à Rome, il a écrit ses premiers livres en Algérie, mais jamais à Bruxelles. Et là, il est confiné à Bruxelles et il se lance dans 3 entreprises. Retraduire le joueur d'échecs de Zweig, qui paraît ces jours-ci, en même temps que son livre. Sous le titre Échec. Oui, sous le titre tout simplement Échec, ce qui est encore une fois une réponse à ses débuts. Un essai sur la traduction qu'il n'a jamais écrit, mais qu'il voudrait faire. Et enfin, ce livre, L'Échiquier. Et c'est effectivement 64 chapitres, comme les 64 cases de L'Échiquier. Et c'est son premier récit autobiographique. On connaît le romancier, évidemment, que personnellement, je trouve être un des meilleurs aujourd'hui. C'est comment je suis devenu écrivain. En gros, c'est comment je suis devenu écrivain de case en case, avec son enfance, évidemment, sa jeunesse, quand il a été dans un pensionnat, d'ailleurs en France, dans les Yvelines. Et surtout, il paye sa dette à son père. Ah oui, j'allais dire. Et Marie Richeux. Magnifique. Yvon Toussaint, journaliste au soir, auteur de polar. Et c'est bouleversant, parce que d'ailleurs, il dit à un moment donné que son père répétait « Mon fils sera écrivain, il sera écrivain ». Il en était absolument convaincu. Et à un moment donné, Toussaint a ce mot magnifique. Je ne sais pas si j'ai eu la vocation d'écrire, mais j'ai eu la permission. Et la permission, c'était celle de son père. Oui, exactement. Marie C'est Richeux. quelque chose qui m'a profondément touchée dans ce texte-là, que j'ai adoré aussi, Jérôme Garcin. C'est comment, petit à petit, de case en case, sur l'échiquier de la vie, il va essayer de coïncider avec cette grande phrase de son père qui lui donne la permission. Voilà, c'est aussi un jeu. Est-ce qu'il lui a permis, est-ce qu'il lui a imposé d'être cette grande figure d'écrivain à laquelle Toussaint réfléchit beaucoup dans ce texte-là. Évidemment, moi, j'ai lu quasiment collé la traduction qu'il fait, magnifique, C'est très belle, qui est tellement belle, du joueur d'échecs. Et j'ai adoré les scènes d'échecs au Centre Pompidou. Découvrir un monde que je connaissais pas du tout. Et comment est-ce que petit à petit, de case en case sur l'échiquier, il devient aussi le fils de son père. Et je trouve qu'il y a une façon comme ça de décrire ce texte-là. Le père qui est mort, qui apparaissait dans d'autres romans, mais qui est mort il y a quelques années. Très présent, le père, dans tous les derniers livres de Toussaint, quand même. Absolument. Un nombre très importante. Suite de cette sélection L'Obs France Culture avec Maria Pourchet, Western aux éditions Stock, Oriane Delacroix. Oui, Maria Pourchet, Western, Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé Feu et j'ai encore plus aimé Western parce que je trouve qu'on retrouve tout ce qu'il y avait dans Feu de merveilleux en beaucoup mieux. Elle poursuit, Maria Pourchet, sa réflexion sur le désir, la violence et la liberté qu'elle mène depuis presque 10 ans, avec toujours ce même sens de l'observation vraiment implacable et son humour auquel moi je suis extrêmement sensible, d'autant plus que je trouve que l'humour de Maria Pourchet, et c'est là où elle est très très forte, c'est que c'est un humour qui n'empêche jamais la fiction de prendre. Donc Western, c'est l'histoire d'un comédien qui s'appelle Alexis Zagner, qui est un comédien très en vue, sur le nom duquel s'est montée une production de Don Juan. Et on sent qu'il y a une sorte de grosse tempête MeToo qui gonfle et qui se rapproche dangereusement de lui, et donc il va prendre la fuite. Et il va croiser dans cette fuite un autre personnage qui a pris la fuite, qui est une femme qui s'appelle Aurore, qui, elle, est à bout d'énergie, qui est complètement épuisée, et qui, elle aussi, a pris la fuite pour se mettre au vert avec son fils dans une maison dont elle a hérité dans le Lot. Donc c'est l'Ouest. J'aime beaucoup le Lot, comme dirait Marie Richeux. Et l'Écosse. On va faire une géographie combien littéraire de la France. Elisabeth Philippe, vous l'avez beaucoup apprécié aussi. Oui, pardon, mais je voulais pas interrompre Oriane qui en parle très très bien. Et là où je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est que ce qui est formidable avec Maria Pourchet, c'est sa capacité à s'emparer de sujets extrêmement contemporains, de sujets qui blessent, comme elle le dit elle-même, qui blessent l'époque, et de s'abstraire de toute doxa. Et ça, c'est la très grande force de la littérature, et c'est en cela que Maria Pourchet est une grande écrivaine. C'est qu'elle parvient, par le pouvoir même de la fiction, à
à nous-mêmes, à nous aider à nuancer notre pensée, notre regard sur ce qui se passe, à sortir un peu des invectives, des anathèmes, des préjugés aussi. Et là, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait d'un homme qui a abusé, d'un homme qui n'a pas commis de crime à proprement parler, mais qui s'est très mal comporté. Est-ce qu'on peut encore aimer un homme tel que celui-ci? Et Maria Pourchet ne donne pas forcément de réponse, mais pose cette question avec maestria dans Western. Et je pense que justement, en fait, c'est un livre sur les fictions, plus qu'une fiction post-MeToo, etc. C'est vraiment un livre sur comment on est tous façonnés de fiction, comment il faut se défaire des anciennes, comment inévitablement on en reconstruit d'autres et comment ça nous bouffe la vie, mais c'est inévitable en fait. On sort de France avec Zerouia Chalev, écrivain israélien. Stupeur, c'est aux éditions Gallimard, Elisabeth Philippe. Oui, Zerouia Chalev, cette grande romancière israélienne qu'on connaît pour des livres comme Ce qui reste de nos vies ou Douleur. Là, dans Stupeur, en fait, c'est le portrait en miroir de deux femmes. La première, c'est Rachel, qui est nonagénaire, qui a 95 ans, je crois, qui a combattu... 91, pardon. Merci Jérôme pour cette précision. Voilà, je suis plus dans les lettres que dans les chiffres. Donc Rachel a 91 ans, elle a combattu dans sa jeunesse dans un mouvement de lutte clandestin pour l'indépendance d'Israël, donc à la fin des années 40, combattu contre les Britanniques. Et dans cette lutte, dans ce combat, elle a rencontré Mano, qui est devenu son époux. Rachel et Mano sont restés mariés pendant 1 an avant qu'il la quitte et qu'il quitte en même temps qu'il rejette tout. Il a rejeté Rachel, il a rejeté le combat. Fin de l'histoire entre Rachel et Mano. Et l'autre femme de cette histoire, c'est Atara, la fille de Mano, née du second mariage de cet homme, qui, à la mort de ce père, qui l'a toujours rejeté, qui s'est toujours comporté de façon très violente avec elle, cherche à comprendre pourquoi il s'est comporté de cette manière. Et pour ce faire, elle va aller à la rencontre de Rachel. Et Zerouia Chalev alterne les portraits de ces deux femmes, donc de Rachel et d'Atara. Il y a beaucoup de rendez-vous manqués entre elles. Et ce qui est magnifique, c'est la façon dont la romancière tisse l'histoire d'Israël à l'histoire intime de ces deux femmes, comment les paysages intérieurs de ces deux femmes font écho aux paysages d'Israël, et c'est aussi toute l'histoire de ce pays qui est racontée à travers le parcours de ces deux femmes. Nous continuons cette sélection L'Obs France Culture avec un livre de Thomas Gunzig, Rocky Dernier Rivage, au diable Vauvert, un livre que vous avez beaucoup aimé, Arnaud Laporte. Je confirme, et après Jean-Philippe Toussaint, c'est le deuxième Belge de notre sélection, et déjà d'être belge, c'est pour moi une très grande qualité. Alors, nous qui sommes là ce matin, nous avons eu la chance pour l'heure, je parle surtout pour Elisabeth Philippe qui s'inquiète de survivre au Covid-19, ça a conforté certains qu'il fallait se préparer au pire, et c'est ce que fait donc un des personnages de ce livre, Fred, qui est un start-upper millionnaire, qui a donc acheté une île. Il a fait construire une très belle maison qui regorge de vivres, qui est alimentée par des ressources naturelles pour pouvoir un jour s'y réfugier en famille. Et quand le livre débute, ce jour est arrivé depuis 5 ans déjà. Il est là avec sa femme, ses 2 enfants, sur cette petite île de l'Atlantique Nord, l'espèce humaine ayant sans doute été décimée entre-temps. Des relations évidemment exécrables entre chacun des personnages, parce que chaque chapitre porte le prénom de l'un des membres de la famille. Il nous donne son point de vue, son regard sur ce qu'il ou elle vivent à ce moment-là. On comprendra qu'il y a eu un drame qui s'est passé, on aura un flashback au milieu du livre qui nous le racontera, mais sujet ancien et éternel, comment s'aimer bien qu'on soit de la même famille. Évidemment, dans ce contexte-là, ça prend des proportions tout à fait particulières et des déviations aussi tout à fait particulières. Mais Thomas Gunzig, moi ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est pareil, ça fait très longtemps que je le lis, c'est qu'il n'y a pas d'effet de manche stylistique, il y a une écriture qui est assez simple, assez directe. Précise, je le dis, je l'écris dans l'Obs. J'ai la chance d'avoir effectivement écrit cette petite notule. C'est ça qui vous permet d'aller au bout du suspense. Absolument, au bout du suspense. Et en même temps, il y a dans ce livre glissé un des plus beaux hommages qui soit à la littérature. Évidemment, je ne divulgage rien, mais Thomas Gunzig, vraiment, le livre peut paraître épais comme ça, il se lit à une vitesse folle. Mais dites-moi, il se pourrait qu'on puisse, par exemple, entendre Thomas Gunzig ce soir dans Affaires culturelles. Comme c'est bien fait. Et Claire Berest hier, Thomas Gunzig ce soir, voilà, on colle à l'Obs et à l'actualité, l'Obs France Culture, bien sûr. Il y a une forme de cohérence dans tout cela, y compris Oriane Delacroix dans Nevada d'Imogène Bini, qui est publié aux éditions
Gallimard. C'est un livre qui est paru en 2013 aux États-Unis. C'est un premier roman et c'est un premier roman qui est devenu culte et vous allez nous expliquer pourquoi. Tout à fait, et qui est traduit par Violaine Huisman. Je le précise, effectivement, c'est un roman qui paraît précédé d'une petite réputation, puisqu'il est considéré comme un livre précurseur écrit par la première autrice de fiction trans. En fait, c'est le premier livre, effectivement, d'une autrice trans publié à relativement grande échelle aux États-Unis, mettant en scène des personnages trans. Donc, c'est l'histoire de Maria, qui travaille à Manhattan dans une librairie d'occasion. Elle boit beaucoup, ça va pas très fort, elle oublie de prendre ses hormones et elle blogue beaucoup. Elle écrit sur sa vie et son quotidien de femme trans. Elle a des problèmes avec sa copine, des difficultés en fait à considérer une forme de cohérence globale dans son existence. Donc elle va emprunter la voiture de sa désormais ex-copine et prendre la route, elle aussi, vers l'ouest et donc vers le Nevada, où elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle James, qui est très jeune, qui travaille dans un supermarché et qui semble lui aussi être en train de prendre conscience de sa transidentité. Et ce que je trouve très réussi dans le livre, c'est que cette forme un peu canonique aussi du road trip, en fait le road trip géographique vient prendre le relais du déplacement intime de la transidentité. Il est vraiment beaucoup question de mouvement. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai adoré dans le livre, c'est toutes les scènes où elle est à vélo dans New York, où elle se balade. Elle n'a pas de voiture, elle prend pas le métro. Et donc, elle roule comme ça dans la nuit à New York. Et je trouve vraiment ça très, très beau, cette manière de raconter la transidentité comme un mouvement qui est à la fois physique et géographique et intime et intérieur. Elisabeth Philippe, non, je voulais juste rebondir, puisque vous cherchiez désespérément une tendance peut-être cachée dans cette rentrée. S'il y en a une, moi qui m'a sauté aux yeux, enfin, c'est... vous allez nous la révéler. Oui, je vais vous la révéler. C'est la présence inédite d'auteurs et d'autrices transgenres qui publient pas forcément tous sur la transidentité, mais je peux citer Kim de l'Horizon, Être pourpre chez Julliard, qui a un livre d'une originalité complètement folle. Moi, j'ai jamais lu ça. C'est magnifique, vraiment. Ouvrez-le parce que c'est une pure curiosité et c'est très très beau. Il y a également l'espagnole Alana S. Portero, La mauvaise habitude chez Flammarion, une écrivaine danoise aussi, Madame Nielsen. Donc ce sujet qui est au cœur de violents débats actuellement est aussi au cœur de la littérature, et la littérature encore une fois permet de s'approprier ce sujet, en tout cas d'y plonger d'une manière beaucoup plus intime, intelligente, posée, nuancée. Et puis, le dernier livre de cette sélection, c'est un livre de Sylvain Prudhomme, c'est L'enfant dans le taxi aux éditions de Minuit. Quelques mots sur cet ouvrage, Marie Richeux. Alors, tout commence par ce qu'on pourrait appeler une sorte de scène primitive. On est à la campagne, une jeune femme allemande, une grange, un jeune homme français, beaucoup de désir, les deux qui font l'amour sans parler la même langue, mais en y prenant manifestement beaucoup de plaisir. Et puis débarque le narrateur qui d'emblée nous dit qu'il ne sait pas en fait si cette scène a eu lieu, ou en tout cas si elle a eu lieu comme ça. D'une certaine manière, il nous dit qu'il n'y a pas accès. Et dorénavant, on entendra parler de la jeune fille comme étant l'inconnu du lac de Constance et du jeune soldat français comme étant le grand-père du narrateur. Tout commence autrement, après cette scène d'ouverture, à l'enterrement du grand-père, autrement dit Malouchfi, et au moment où surgit ce qu'on appelle un secret de famille, à la faveur de plein de choses que je ne vais pas dévoiler là. D'un seul coup, le narrateur se dit qu'il a un fil à tirer. Il dit qu'on est tous des chiens et qu'il lui faut un os à ronger, donc il se lance dans une quête. Il va aller à la recherche de l'enfant qui a été conçu ce jour-là par la jeune fille allemande et le jeune soldat français. Cette quête, elle va prendre plein de formes. Il est très intéressant de la suivre, et on aime la suivre notamment parce que Sylvain Prudhomme a une langue toujours si savoureuse, à pleine d'élan, de vitalité et en même temps d'une grande mélancolie. Mais il est aussi intéressant de la suivre parce qu'il l'a fait au moment où il se sépare de la mère de ses enfants. Et donc c'est en parallèle l'idée de trouver ce fils caché et de trouver peut-être une nouvelle route pour lui dans l'amour, de s'interroger sur ce que c'est qu'un amour qui tient, un amour qui tient peut-être même sans être vécu, un amour qui tient la route. Il aurait pu poser la question à François Bégodeau également, mais vous oui, allez lui poser la question tout à l'heure, puisque je crois que... Tout à l'heure, pas tout de suite, le 19 septembre. Le 19 septembre, il est l'invité du Book Club, comme Maria Pourchet d'ailleurs, qu'on va retrouver dans le Book Club le 18 septembre.
également. Un mot, Oriane Delacroix, peut-être toujours sur l'enfant dans le taxi. Oui, comme le disait Marie, ce qui est très beau, c'est effectivement le lien aussi avec le lien entre la recherche de ce parent perdu et lui, sa séparation. Et en fait, c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une famille, comment on fait famille. Comment on prend une nouvelle place possiblement. Exactement. Et moi, ce qui me frappe toujours chez Sylvain Prudhomme, c'est comment cette douceur, ce côté écrit très par en dessous, en fait, s'imprime et reste longtemps. Merci mes camarades, Jérôme Garcin, Merci, Elisabeth Philippe pour l'Obs, Arnaud Laporte, producteur de l'émission Affaires culturelles à 19h, Oriane Delacroix, programmatrice au Book Club, Marie Richeux, le Book Club aujourd'hui. Alors qui va-t-on entendre ? Aujourd'hui c'est le centenaire Perros. Voilà, on va parler de la poésie de Perros avec notamment Miossec. On va parler de sa correspondance avec Pachet et de la reparution d'inédits et de l'écriture de Perros de manière générale. Bon, vous retrouvez toute cette sélection bien sûr dans l'Obs et sur le site de France Culture. Demain, on déballe vendredi la bibliothèque de Dominique Blanc. Hop, je fais un petit hack pour votre désannonce. Vous nous direz le lundi, mais un autre jour, parce que là, il est 8h44 et mes camarades vont bientôt s'élancer pour les 2 nouveaux rendez-vous, Un monde connecté et le regard culturel.